Je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre et à l'instant où je vous parle, je me trouve en Bretagne, confiné dans mon bureau, pas que dans mon bureau d'ailleurs, qui est la pièce où je travaille et où j'écris notamment mes livres et mes articles. Alors, je crois que je porte un regard qui est celui de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, à la fois, je trouve que ce que nous vivons est incroyable, passionnant, exceptionnel. C'est sans doute une des premières fois dans nos vies que nous traversons une période semblable et sans doute aussi depuis la Deuxième Guerre mondiale, que toute notre société, vraiment tous les citoyens, n'avaient pas partagé une même adversité en commun. Alors, c'est intéressant, mais c'est aussi inquiétant par bien des aspects, par l'incertitude à la fois médicale et sociale, évidemment, les conséquences médicales et sociales de tout ce qui est en train de nous arriver. Et finalement, moi, je pensais, en réfléchissant à notre situation, au travail qu'on fait souvent avec les patients anxieux. Vous savez, lorsque les gens sont anxieux, on cherche déjà à cadrer le niveau du souci qui déclenchent leur anxiété. Et donc, on a coutume de leur dire est-ce que c'est quelque chose de bénin, de sérieux, de grave ou de dramatique. Par exemple, un ennui avec sa voiture, une petite éraflure, c'est bénin sur la carrosserie. Une panne qui va nous priver de voiture pendant 1-2 semaines, c'est sérieux. Un accident où il y a eu des blessés de notre côté ou du côté des autres personnes, c'est grave. Et puis quelqu'un qui est resté handicapé ou qui est mort, c'est dramatique. Alors là, si on devait calibrer un peu cette adversité, elle n'est peut-être pas dramatique. La guerre est dramatique, certaines épidémies sont dramatiques. Là, ce qui nous arrive, c'est juste assez grave pour que nous fassions attention et que nous observions un petit peu, nous observions ce qui nous arrive. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'on a quand même beaucoup d'émotions qui nous habitent les uns et les autres. On a de l'inquiétude, bien sûr, on a parfois de la colère, de l'agacement devant certaines hésitations ou certaines décisions qui sont prises. On peut avoir aussi de la frustration liée au confinement, de l'ennui, et donc toute cette ébullition d'émotions, c'est mieux de s'en occuper, c'est mieux de prendre soin de soi pour traverser cette période en arrivant autant que possible en bon état à la sortie. Et puis, je crois que c'est aussi bien de prendre soin de soi parce que, de ce fait, nous serons moins pénibles pour les autres. Et en temps de confinement, ne pas trop peser sur les autres, c'est quand même une bonne idée. Alors, toutes les données dont on dispose sur ces difficultés lors des périodes de confinement nous montrent plusieurs choses. D'abord, que ce qui nous aide à mieux résister au stress du confinement et à celui de l'inquiétude d'ailleurs, c'est d'être dans une position active et non passive, de considérer que ce confinement, nous devons l'organiser de nous-mêmes, nous devons le structurer plutôt que de le vivre comme quelque chose qui nous est imposé. Le deuxième point, pour traverser des moments de stress et d'adversité, c'est de voir quel est le sens de nos efforts. Les efforts que nous faisons, les efforts liés au confinement, aux gestes barrières, ont du sens. C'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une restriction de nos libertés, c'est quelque chose qui nous aide à lutter en groupe, collectivement, contre ce virus, qui nous aide à ne pas faire tomber malades les autres, les plus vulnérables, et qui nous aide à ne pas tomber malades nous-mêmes et ne pas contaminer nos proches. Donc tout ça a beaucoup de sens, et c'est vrai que les jours où ça nous casse un peu les pieds, c'est bien de nous rappeler ce sens-là qui est lié à nos efforts. Le troisième point qui aide aussi quand on est confronté à de l'adversité, c'est de sentir qu'on est tous embarqués dans le même bateau. Globalement,
tout le monde s'efforce de jouer le jeu, tout le monde s'efforce de suivre les règles. Et ça, c'est important aussi de s'encourager, de se soutenir les uns les autres. C'est important d'applaudir les soignants, c'est important de prendre des nouvelles des voisins, des proches. Donc, ce collectif, il faut le chouchouter, le soigner et s'en réjouir. Après, il y a des conseils peut-être plus concrets. On sait par exemple que pour traverser des périodes comme celle-ci, c'est très important de structurer ces journées. Nos rythmes tout au long de la journée sont essentiels à notre équilibre. On sait que les journées qui n'obéissent à aucune règle, à aucun emploi du temps, sont des journées durant lesquelles l'angoisse ou la déprime vont beaucoup plus facilement émerger que celles où on s'est fait un planning. Le matin, je fais un peu de gym, puis je travaille, puis je téléphone à un tel, puis je fais la cuisine, etc. En tout cas pour les personnes confinées, c'est-à-dire celles qui sont obligées de s'imposer des rythmes qu'elles ont créés. Celles qui ne sont pas confinées, elles suivent comme d'habitude les rythmes sociaux. Mais on a montré effectivement que tout simplement se lever le matin, suivre un emploi du temps et se coucher le soir, au lieu d'inverser ces rythmes jour-nuit, se lever très tard, se coucher très tard, etc., était bien meilleur pour l'équilibre intérieur dont nous avons besoin en ce moment. Il y a un deuxième point qui peut paraître un peu bizarre, c'est le besoin de nature. Alors on est confiné, la plupart d'entre nous on est plutôt en appartement quand même, à part les chanceuses et les chanceux qui ont un jardin. Pour autant, il ne faut pas oublier que ce besoin de nature reste très important chez l'être humain. On a des tas d'études qui montrent que le simple fait de s'occuper de plantes vertes, d'ouvrir sa fenêtre et de regarder le ciel, de respirer l'air de l'extérieur, de se mettre un petit peu au soleil depuis sa fenêtre ou son balcon, simplement ces petits gestes quotidiens vont nous faire du bien. Le fait aussi de trier des photos ou des vidéos de vacances où on était dans la nature, de préparer ses prochaines vacances, sa prochaine randonnée en montagne ou en forêt pour cet été, tout ça va nous faire du bien, recréer ce petit lien, cette petite complicité avec cette nature dont nous avons besoin. Il y a un autre point également qui est de prendre soin de notre corps. Nous ne sommes pas faits pour rester enfermés. D'abord, ce confinement, il nous pèse psychologiquement parce qu'on tourne un peu en rond, on est privé des contacts sociaux et de beaucoup d'actions qu'on pouvait faire auparavant, mais physiquement aussi, il est contre nature. Notre corps a besoin de bouger, on est des mammifères, on est fait pour vivre au grand air, et là, c'est moins possible, évidemment. Donc, ce qui est très important médicalement, c'est de bien utiliser l'heure dont nous disposons pour sortir, pour marcher, pour bouger quotidiennement. Il faut mettre un masque et éviter de croiser les personnes de trop près, mais c'est très important de sortir et puis de faire de l'exercice tous les jours chez soi, un peu de yoga, de pilates, de gym, de regarder toutes les vidéos qui sont proposées gratuitement en ce moment et vraiment d'en profiter. Maintenir notre corps en bon état, ça nous aidera à maintenir notre esprit également en bon état. Et puis, un point important, on est tous accrochés aux informations qui tombent quotidiennement. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que l'information est disponible en continu qu'il faut la consommer en continu. Les chaînes d'infos continues ou les radios d'infos continues ou Internet sont un grand danger parce que nous ne sommes pas équipés pour recevoir toute la journée des vagues de nouvelles plutôt préoccupantes, le nombre de morts, l'évolution de l'épidémie. Donc c'est important de se tenir au courant, mais à petite dose. Et chacun de nous peut tolérer une dose plus ou moins importante d'informations. Attention aussi avec les informations qui ne sont pas des infos officielles, mais qui sont celles qui arrivent par les réseaux sociaux. Les études montrent que la surconsommation de réseaux sociaux, et actuellement on est tous un peu exposés à ça, et notamment si on ne débranche pas les alertes, si on va regarder son téléphone portable chaque fois qu'il y a une alerte, il peut y en avoir des centaines par jour, eh bien ça détruit notre fil attentionnel, ça perturbe notre attention et toutes les études, là encore, montrent que plus vous malmenez vos capacités d'attention en vous laissant interrompre tout le temps, plus vous malmenez vos émotions. Les deux choses sont liées. Donc on a besoin d'avoir la paix, on a besoin de pouvoir passer du temps dans la continuité, donc débrancher
les alertes de votre smartphone et allez relever le courrier plusieurs fois par jour à votre rythme, mais ne soyez plus esclave de ces sollicitations. On peut imaginer 3 petits exercices tout simples, issus de 3 grands courants de la psychologie: méditation, psychologie positive et psychologie des liens sociaux. Concernant la méditation, on peut faire des petits exercices de ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est la méthode de méditation la plus simple, qui est une méthode laïque et validée par la science, et qui va nous apporter à la fois de l'apaisement au point de vue des émotions et du discernement au point de vue de la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre. Alors il y a un exercice très facile que tout le monde peut pratiquer sans être un expert en matière de méditation. C'est un exercice qui consiste à suivre le souffle et écouter les sons. Donc vous allez ouvrir la fenêtre de la pièce où vous vous trouvez, vous asseoir devant cette fenêtre ouverte, fermer les yeux et simplement suivre vos mouvements respiratoires, ressentir comment votre corps respire, sans chercher, vous, à prendre le contrôle de la respiration, mais en observant simplement toutes les sensations, quand vous inspirez, quand vous expirez, et avec les yeux fermés, en même temps, simplement écouter les sons qu'il y a autour de vous. Actuellement, il y a peu de voitures, peu de trafic, et où que vous soyez, vous allez certainement entendre des tas de petits sons de la nature, tout à fait intéressant pour calmer votre cerveau et lui donner ce temps indispensable de calme dans la non-action. Voilà, ça c'est un tout petit exercice qu'on peut faire plusieurs fois par jour et dont on a montré qu'il apportait un niveau d'apaisement très important. Après, il y a des exercices de psychologie positive. Ce qu'on appelle la psychologie positive, ce sont les petits efforts que nous faisons pour rééquilibrer notre cerveau vers le positif. Je dirais équilibrer et non pas positiver, parce que la psychologie positive, c'est pas toujours penser que tout est à positiver, voir du bon dans tous les problèmes, etc. D'abord parce que la vie ne marche pas comme ça. Parfois, il y a des vrais problèmes et il ne s'agit pas de les positiver ou de se les masquer, mais simplement de comprendre, comme nous le disions tout à l'heure, que nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas pour tenter d'y faire face et à oublier ce qui va bien. Et donc, chaque fois, en gros, il y a une règle simple, c'est chaque fois que nous nous focalisons sur quelque chose qui ne va pas, eh bien, essayez de créer quelque chose qui va bien. Moi, je donne souvent un petit exemple. Lorsque nous marchons dans la rue, nous voyons quelqu'un arriver en face de nous, on s'écarte de 1 mètre ou même de plusieurs mètres, de 2-3 mètres. Donc ça, c'est quand même assez triste. Et du coup, pour compenser un peu cette petite tristesse due à la distance sociale, eh bien, regardez la personne, la saluer et lui sourire. Et la psychologie positive, c'est ça, c'est-à-dire c'est compenser les côtés négatifs de l'existence. De même, le soir, quand je m'endors, je vais peut-être repenser aux infos inquiétantes ou aux soucis de la journée, et bien faire ce petit effort de songer à 2-3 petits moments agréables. Tout ça, ça muscle mes capacités à voir ce qui va bien dans mes journées. Ça semble très bénin, très, très simple, et pourtant, nous ajustons le bon équilibre intérieur de nos émotions. Et puis, il y a peut-être 1 ou 2 petits exercices sur le lien social. Là, actuellement, nous sommes privés de liens sociaux bio. On a les liens sociaux virtuels, mais nous aimons bien les liens sociaux réels, et là, on ne peut pas trop s'y adonner. Donc, on se rattrapera plus tard, et on profite un peu des réseaux sociaux, mais on peut peut-être faire des petits exercices centrés sur ce lien social, sur le registre donner-recevoir. Il y a beaucoup d'émotions positives qui viennent du lien social, de l'admiration, l'affection, etc. Mais il y en a une qui est très intéressante, c'est la gratitude, qui consiste à prendre conscience de petites choses agréables qui m'ont été permises ou offertes par d'autres personnes, un ami qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé une blague, ou un proche qui m'a fait un bon repas, une personne avec qui j'étais confiné, ou un voisin qui me parle de loin, ou le souvenir simplement
de bienfaits qui m'ont été offerts dans le passé par mes enseignants, mes amis, et donc prendre conscience de ces chances que nous avons eues et remercier la personne, si possible en lui faisant un petit mot, en lui passant un coup de téléphone, et sinon en écrivant une sorte de lettre de gratitude qu'on peut garder comme ça dans notre bureau, même si la personne a disparu, mais pour exprimer ce sentiment. Et puis, ça c'est par rapport à ce que nous avons reçu des autres, donner aussi. C'est très important de donner à autrui de l'attention, du soutien. Toutes les études montrent que lorsqu'on donne, eh bien, ça nous fait du bien à nous aussi. Ça fait du bien à la personne à qui on donne, mais ça nous fait du bien à nous aussi. Et donc, en ce moment, on peut donner de l'attention, décider tous les jours d'appeler au téléphone quelqu'un dont on sait qu'il est seul, qu'il est malheureux, qu'il est anxieux, qu'il souffre du confinement, faire l'effort, même si parfois on préfère appeler les gens qui nous font rire, d'appeler cette personne. Et si on n'en connaît pas dans son entourage, s'inscrire à des associations qui proposent ce type de démarche, de soutien mutuel. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, à la fois pour les gens qu'on va appeler, et puis aussi, l'air de rien, pour nous-mêmes. Alors peut-être, avant de nous quitter, une petite réflexion. Bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients à ce que nous sommes en train de vivre. On aurait préféré ne pas avoir à affronter tout ça, mais il y a aussi quelques avantages. Parmi ces avantages, c'est que cette épidémie nous ouvre les yeux sur les chances que nous avions. Nous n'avions pas conscience, avant le confinement, que c'était une chance de pouvoir sortir librement de chez soi, de pouvoir être en terrasse, à boire un café avec nos amis. Là, nous en prenons conscience et j'espère que nous resterons avec cette lucidité de toutes les chances qui étaient les nôtres lorsque l'heure du déconfinement viendra. Et apparemment, c'est dans pas trop longtemps. L'autre point, c'est que peut-être ce confinement nous donne du temps pour réfléchir à tout ce qu'il y a à changer. Il y avait des tas de choses dans nos sociétés, dans nos façons de vivre qui étaient à changer. C'est le moment d'y réfléchir et d'y réfléchir pour soi. Pas seulement les grands changements nécessaires au point de vue social, politique, etc., on est d'accord, mais aussi les changements que chacun de nous peut porter et incarner. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire dans ma vie, à moi, chaque jour, demain? Ça, c'est la formule magnifique et très juste qui consiste à dire, finalement, l'avenir, c'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce que nous allons faire et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Merci beaucoup pour votre attention.